Merci beaucoup donc d'avoir posé toutes ces questions. On a beaucoup de questions déjà en attente. Ça va nous occuper un petit moment. Donc je rappelle qu'on réalise cette émission. Donc bienvenue sur Salamandre avec les moyens de Baglist TV. On va pouvoir revenir sur tous les sujets qu'on a abordés hein, à travers toutes ces questions. Je vais essayer de les lire rapidement. Alors, Marie nous pose la question suivante. Pour vous, qu'est-ce qui est essentiel avec un E majuscule? De se faire plaisir, écouter sa joie. D'accord, très bien. Alors, J. Stark nous dit, au fil des émissions, vous alterniez les sujets spirituels, où l'on est co-créateur, et sujets terre à terre et alarmants en politique et économie, où il est légitime d'être dans la révolte, la prévention, le partage des informations, même si elles sont négatives. Cela n'était-il pas trop difficile pour vous de vous adapter, pardon, à l'énergie de chacun et trouver l'équilibre vous-même dans tout ça? Ce qui m'a été difficile à la radio, c'est au moment où j'avais les revues de presse à traiter, classiques, j'allais dire, de l'actualité avec les auditeurs. Et de l'autre côté, la revue de presse internationale qui, c'est clair, je mentionnais tout à l'heure de si on veut évoluer dans la connaissance de soi, de mettre le nez dans son caca, eh bien c'est pareil. Et au bout d'un moment, c'était très pesant. Et même si j'ai des facilités pour prendre du recul, et quand j'y prends du recul, donc prendre de la hauteur, voir ça sur un plan plus large et comprendre, on va dire, le chemin que nous sommes en train de prendre d'un point de vue global pour nous éveiller à qui nous sommes. Oui, ça n'a pas été forcément évident et seulement aujourd'hui c'est plus simple. J'ai quitté Paris, je suis à la campagne et je me penche à travers mon média de la création qu'on a de mettre vraiment que des choses positives en avant. Pour moi, c'est surtout ça qui va me tirer. Mm. D'accord. Alors justement, je pense que c'est J-Star, c'est Jurian, hein, si je ne m'abuse, qui poursuit avec une autre question. Il dit que vous êtes bon orateur. Est-ce que vous êtes bon auteur? Avez-vous déjà eu l'envie d'écrire un livre? C'est en cours. C'est en cours. Ah bah voilà, ça c'est un scoop, une info. Donc tu peux nous en dire un peu plus? Bah écoute, c'est un livre qui exprime ma vision du monde. Euh, J'essaye là pour l'instant de le faire dans la sorte d'un premier jet, de voir ce qui vient, ce qui sort. Et vu que je suis quelqu'un, on va dire, d'un point de vue intuitif, je structure après. Donc là, en fait, il n'y a aucun ordre. Ça pourrait paraître peut-être brouillon, je ne sais pas, et j'écris comme je parle, donc c'est encore quelque chose. Je ne sais pas si, enfin, il y a aucune prétention, hein. C'est une manière de faire une synthèse, et en même temps, je sais que j'ai ce qui me ce qui me tient à cœur, bien entendu, hein, je pense qu'on est tous là-dedans, c'est de faire en sorte que ce que j'exprime puisse être clair et entendu par alors je sais pas si c'est par le plus grand nombre, mais au moins ça sera l'occasion pour ceux qui se posent des questions sur finalement mes choix de vie, bah, peut-être d'y trouver une réponse à travers ce livre et pourquoi je peux entre guillemets ne pas réagir vis-à-vis de certaines choses. Ça fait Donc beaucoup de fer au feu là entre ton projet de média et le bouquin. Sur plusieurs ouais, fronts, mais là plusieurs je suis fronts en à la pause, fois. hein. Le livre il a commencé à être écrit il y a un peu plus d'un an. Je suis revenu dessus, j'ai arrêté. Donc en fait il se fait quand il y a le temps. Donc il se sortira peut-être dans 2 ans, 3 ans, j'en sais fiche trop rien, hein, Ok, quand ça sera le moment. pas d'urgence. Alors Catherine nous pose une question certainement que beaucoup d'autres se posent, hein, parce que elle nous dit voilà Laurent, vous avez souvent interviewé Pierre Jovanovic donc sur Radio Ici et Maintenant, on en a parlé. Et maintenant encore, vous travaillez avec lui. Que pensez-vous de ses travaux, de ses idées? Donc ça, c'est un peu personnel. Est-ce que vous ne pensez pas que ce monsieur entretient un certain climat anxiogène? Ah oui, mais c'est ce que disait un autre téléspectateur tout à l'heure. Euh, euh, Pierre, c'est quelqu'un qui est passionné. Et c'est quelqu'un de conviction et qui a un ego très fort. Et Mhm. tant mieux, parce que s'il l'avait pas, cet ego, il pourrait pas faire ce qu'il fait. Donc, pour moi, encore une fois, je regarde ce que les gens ont comme don et comme talent. Et quand ils font ce qu'ils doivent faire, ce Mhm. pourquoi ils sont venus,
Ça roule, c'est fluide et c'est très bien. Donc je ne juge pas Pierre. Ça, c'est le premier point. Je vois On me demande surtout l'ami. plus ce qu'il pense de ce que tu penses plutôt de ces idées, du fait Mais qu'il annonce l'apocalypse financière, c'est vrai, depuis un certain temps. On rappelle quand même qu'à la base, c'est un journaliste, un ouais, grand reporter, qui travaille pour Paris exactement. Match. Il a fait cette fabuleuse enquête sur l'existence des anges gardiens, qui est un livre qui a eu un grand succès, à juste titre. Alors, C'est vrai qu'on lui reproche, moi j'entends beaucoup de gens me dire la même chose, on lui reproche hmm, d'être quand même assez catastrophiste mais et d'annoncer il parle. l'apocalypse du jour Ouais, au lendemain. Il va ouais, ouais. finir par avoir raison, ceci dit. Hein. Mais moi, ce que j'ai déjà dit, et je rigole avec lui. Je dis, Pierre, fais gaffe à ce que tu dis, ça va se réaliser. Parce que il voit les choses venir à l'avance, il voit les signes. Donc après, on prend en considération, on les prend pas en considération. Sa lecture est symbolique, et c'est ça que tu veux dire. Bah oui, c'est symbole. Quand on a le Concordia qui s'échoue sur les côtes italiennes et qu'on comprend que la sagesse ou de la Concorde est inscrit en symbolique dans ce nom de bateau, que tous les étages du navire ont le nom d'un pays européen, que c'est la pagaille au moment où le bateau échoue, parce que justement il n'y a pas assez de personnes qui parlent la richesse des diverses langues au sein du bateau, que le capitaine du navire n'est pas présent. Bon. Et ça, c'était 2 jours avant l'anniversaire de la déesse de la Concorde. Hein, Concordia, c'est donc l'entente entre les peuples, hein, je le rappelle. Mhm. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense que ceux qui sont habitués à saisir les synchronicités ou les symboles, bon, bah, voilà. Après, je suis pas moi devin, mais je peux aussi voir très bien les symboles et en même temps de saisir ou de comprendre que nous sommes aujourd'hui à une époque charnière et nous avons un choix à effectuer. Mhm. Euh, on a eu la Deuxième Guerre mondiale parce que, comme la première d'ailleurs, parce que la France a refusé d'assumer son pouvoir, a eu peur de s'engager, et parce qu'elle a eu peur de s'engager, à dire non, à mettre des limites, et ben Mhm. il s'est passé ce qui s'est passé. Donc c'est aussi une invitation à tout à chacun à, à comprendre comment on se positionne. Mais tu parlais tout à Euh, l'heure de ouais, responsabilité individuelle. Moi, c'est un concept qui me semble central. Effectivement, d'arrêter de se plaindre et d'arrêter de justement de considérer que la responsabilité, elle est toujours à l'extérieur de nous. ouais, Dans une lecture comme ce qu'on appelle les théories du complot, ce genre de choses, on a ouais, quand même tendance à dire la faute, c'est un gouvernement secret ou c'est une entente secrète de je ne sais qui, que ce soit les formations ou d'autres. Est-ce que justement, ouais. il y a pas de contradiction entre ça? Prendre ses responsabilités, c'est aussi arrêter de rejeter la faute sur l'autre finalement. Et arrêter de Tu dire qu'il y a un as, complot de telles élites, je, etc. Mais il peut très bien y avoir des complots. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Pour répondre à ta D'accord? question, ce que j'entends par là, c'est que on est en train ici de jouer. C'est un grand jeu d'un grand théâtre où on s'est limité à travers l'incarnation dans des corps, des facettes, où chacun incarne un rôle différent. Nous sommes issus tous de la même source, et pour jouer le jeu, bah, il faut qu'il y en ait qui jouent aux méchants et d'autres aux gentils. C'est comme ça. Si vous voulez savoir à quel point vous êtes grand, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de vous qui vous montre à quel point vous l'êtes. Donc il faut que ce dernier incarne l'ombre. Mhm. Sinon, vous savez pas que vous êtes une lumière. On est là pour l'expérimenter dans la matière. C'est bien de le savoir d'une manière conceptuelle, mais on est là pour ça. Et qu'il y en a qui œuvrent pour l'ombre, mais oui, oui, c'est là pour ça, et ça fait partie des cycles que l'humanité suit depuis des millénaires. Mhm. Et toutes les traditions en parlent. Je n'invente strictement rien par rapport à ça. Donc voilà, on sort du Kali Yuga, de l'âge obscur, et on se dirige vers un autre âge. Ça va se faire peut-être rapidement ou pas, j'en sais rien. Mais ce que nous amène l'ombre à travers tout ce qu'elle peut réaliser ou vouloir faire, attrait à l'origine de l'humanité, parce que tout est lié, attrait en même temps au phénomène ovni, attrait à des dimensions parallèles, attrait à l'histoire de Mhm. l'occultisme, du mysticisme. Tout est absolument lié, et que aujourd'hui, quand on parle de l'apocalypse, c'est le voile qui se lève, c'est tout émerge à la conscience. Tout ce qui était caché, enfoui, remonte. Tout simplement, toute notre caca, tout ce qu'on a mis sous le tapis, qu'on n'a pas voulu voir, Ça, remonte. c'est l'ère du Et feu, hein, c'est ce qu'on appelle l'ère du feu, l'Ani Yoga, ouais. donc, je vois pas ça comme étant une contradiction, et en D'accord. même temps, de peut-être de se dire que
l'essentiel de tout ce chaos entre guillemets apparent, c'est de se positionner. Il y en a peut-être parmi nous, ça dépend des croyances de chacun, hein, après je sais pas, mais on est venu ici pour quelque chose de bien spécifique. Il y en a qui sont venus en tant que guerriers, il y en a qui sont venus en tant que visionnaires, il y en a qui sont venus en tant que médiateurs, il y en a qui sont venus en tant qu'amants. Bref, chacun est venu avec une couleur spécifique. Et pour ma part, et ce que je souhaite notamment à travers mon média, c'est de faire en sorte de dire, je ne sais pas quelle serait la solution, mais j'en connais une qui est simplement modeste, hein, c'est que chacun puisse vraiment vibrer sa note. On est en train de jouer un grand orchestre et chacun a un instrument dans les mains. Seulement, c'est une cacophonie pas possible parce que chacun pense qu'il doit jouer l'instrument d'un autre. Mais si chacun veut jouer sa note réellement, et là, ça serait quelque chose de très harmonieux. Et le fait que chacun trouve sa place, nos problèmes seraient potentiellement résolus. On est ramené au connais-toi toi-même, hein, tout simplement. Tout à fait. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de meilleure idée depuis Platon, depuis Socrate. Alors, J. Stark nous demande toujours, est-ce que vous avez eu des problèmes relationnels en dehors de la radio, des pressions de la part d'institutions, peut-être, à cause de sujets dérangeants qui ont été abordés dans les émissions? Non. Et c'est encore en écho à qu'est-ce qu'on vibre intérieurement. Selon ce qu'on a à régler ou ce qu'on veut pas voir de soi, on va l'attirer dans sa matière, parce qu'on va le vibrer. Si vous apportez quelque chose, vous allez l'attirer. Voilà. Et si vous n'en avez pas peur, mais que c'est dans un total déni, vous ne voulez pas voir ça de vous-même. C'est ce que j'ai mis sur mon site. Il y avait Carl Gustav Jung qui disait ce que vous ne voulez pas voir de vous-même arrivera dans votre vie comme un destin. Donc tout ce qui nous arrive n'est là que pour nous révéler. Donc je n'attire pas ça à moi pour l'instant dans ma vie. Tant mieux. Et la manière dont on va dire c'est fluide pour moi aujourd'hui me laisse entrevoir que je suis sur mon chemin pour le moment. Et puis on n'a pas fini de grandir, hein, ça s'arrête jamais, donc on verra en temps voulu. Hein. Ça veut dire que tu t'es jamais rien interdit dans les émissions, tu t'es jamais censuré, justement dans le but de pas attirer des pressions ou des réactions? Alors, c'était pas moi le directeur, hein, mais il est clair qu'il y avait certaines choses dont on parle pas, notamment parce que on était sur une fréquence FM et le sujet principal, c'était tout ce qui a trait aux enlèvements des enfants. D'accord. C'est le sujet le brûlant. Voilà. Donc, à moins d'avoir des personnes, c'est pour ça quand tu parlais de la pluridisciplinarité des médias avec Internet, Meta TV, dont j'apprécie certaines de leurs émissions, je trouve ça super ce qu'ils arrivent à faire parce que leur autonomie, leur indépendance fait que ce genre de sujet, ils en parlent. Et tant mieux, parce que là aussi. Tu vois, on en revient sur cette idée de complot. C'est très vaste. Je recevrai un auteur que je diffuserai, qui a écrit un livre extraordinaire. J'en dis pas plus pour le moment, mais qui amène vraiment à considérer une vision d'ensemble sur finalement pourquoi est-ce qu'on vit tout ce qu'on vit aujourd'hui, d'un point de vue de l'histoire de l'humanité. D'accord. Voilà. Stéphanie demande pourquoi tu as cessé de travailler chez Radio Ici et Maintenant et quel rapport tu entretiens avec eux maintenant. Je pose la question parce que je sais que tu es parti en bons termes. Hein. À la base, je suis parti fin avril 2015 et mon départ était prévu depuis 8 mois auparavant. C'est-à-dire qu'en 2014, j'avais dit à Didier ainsi que à mes collègues que je souhaitais quitter la radio parce que j'avais un projet de créer un réseau d'économie sociale et solidaire en Basse-Normandie, à Champ-Secret avec Bertrand Leroy. Voilà, et c'était très fluide. Tout a été, j'allais dire, comme sur des roulettes. Même les banques, la Nef, me soutenaient dans le projet. Seulement, alors qu'il y avait plus besoin que du notaire. Le propriétaire a refusé de me vendre le restaurant pour lequel je briguais, je faisais le business plan, etc. Donc je me suis retrouvé au pied du mur alors que j'avais 8 mois de ma vie passé à ça et que j'avais quitté la radio et qu'il s'était passé ce que les auditeurs et téléspectateurs savent là, à savoir un clash qui était arrivé, qui avait commencé avec le symbole
précurseur de ça a été effectivement les attentats du 7 janvier 2015. Et suite à ça, il y a eu, on va dire, une mésentente de la part de Didier qui était parti à la retraite. Didier Deplège, il nous avait laissé un triumvirat, moi, Alexandre et Lisandre, la direction de la radio, et que il avait été précisé d'une manière orale, en tout cas, qu'est-ce que nous on souhaitait faire de ce média dont Didier nous remettait quelque part les clés et en même temps la confiance, ce qui était super. Donc comme je vous le disais, moi il était prévu à un moment donné que je change de vie parce que j'avais le sentiment d'en avoir fait le tour et en tout cas de tourner un peu en boucle au sein de la radio, même si j'appréciais cette liberté de ton que j'avais avec Alexandre et Lisandre et de ce qu'on souhaitait impulser comme nouveau départ à la radio. On voulait qu'elle grandisse en gardant son essence, mais en changeant petit à petit les formes. Et je pense que la radio en avait besoin. Seulement, il n'est pas facile pour un homme qui a un bébé. Ça aurait été une femme, ça aurait été pareil, mais j'entends son enfant en tout cas. L'enfant qui était la radio ici maintenant pour Didier Deplège, auquel il a donné toute sa vie. Toute sa vie, c'est pas compliqué, c'est son enfant. Et il a bien grandi quand même, hein, l'enfant. Oui, il a bien grandi, mais avec lui. Jusqu'au moment où, en partant prendre sa retraite, en fait, pour moi, et ça, ce n'est que mon point de vue, et ça a été comment est-ce que je pourrais dire ça? Ça a été une mise en garde d'un danger peut-être pour l'avenir, à savoir, tu vois, quand tu te consacres à 200% durant 40 et quelques années de ta vie à construire quelque chose et que le moment où tu penses que tu vas t'arrêter, tu te libères, tu t'en vas, eh bien, pas évident d'accepter que ton bébé il change, d'accepter qu'il prenne son envol. Et c'est ce qui s'est pour moi passé. Donc Didier n'était pas raccord avec ce qu'on a souhaité impulser comme changement. Et voilà, donc ça a créé des tensions et puis tout ça a splitté, tout le monde est parti et voilà, et tant mieux parce que maintenant les différents membres de l'équipe sont en train de créer leur propre enfant, bébé, et puis ça va marcher, ça je le sais, le LAT, hein, libre à toi, avec Olivier, Alexandre, Clara, Lisandre, William, la belle équipe que j'avais rejoint dans un premier temps, suite à mon affaire qui n'avait pas fonctionné en Basse-Normandie. Ce qui semblait être du bon sens, quoi, de retrouver l'équipe avec qui j'avais, qui était une famille, hein, et qui l'est toujours. Et en même temps, j'ai mis quelques temps à me remettre en question durant cet été. Ça a été 2015 pour moi a été extrêmement difficile. Et de cette remise en question, de dire ouais, ok, je sais faire ça, ouais, c'est des sujets que j'apprécie de faire, j'apprécie les gens avec qui je travaille, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et c'est gonflé pour moi, pour le coup, d'avoir dit bah non, je vais faire mon propre média, je vais me lancer tout seul, pensais-je. Et puis voilà, donc il y a eu des impulsions, des encouragements, et je remercie tous ceux qui croient en moi et qui ont cru en moi, sinon j'en serais pas là où j'en suis pour l'instant aujourd'hui. D'accord. Alors Paul nous pose une question un peu personnelle. Il demande à quelle tradition tu penses appartenir, de quelle tradition tu te réclamerais. Tu as parlé du Mont Saint-Michel, est-ce que tu serais une sorte de mystique chrétien? T'es pas obligé de répondre. Ouais, non, mais j'ai pas de tradition. Toutes m'intéressent. C'est pas compliqué pour moi. Je vais vers celles qui me servent. Et un coup, ça pourrait être le taoïsme, envers qui j'ai une affinité particulière. Après, c'est le bouddhisme, mais j'adore la philosophie des Amérindiens, au même titre que alchimique. Mais j'ai jamais mis le creuset à essayer de faire le grand œuvre, non, tu vois. Donc voilà, je suis assez paresseux et comme tous les grands paresseux, je vais à l'essentiel. En tout cas, mon essentiel. Donc faut que ça me serve et si ça me sert pas, je vais voir ailleurs. Ce qui me paraît tout à fait logique. Et donc tu t'es intéressé de toute façon à différentes traditions spirituelles. On en a parlé pendant la première partie. Hein. Didier nous demande si vous-même ou Radio Ici et Maintenant êtes fâché avec les francs-maçons. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de place pour eux. Non, je suis pas fâché avec les francs-maçons du tout. J'ai des amis qui sont francs-maçons, j'ai des membres de la famille qui sont francs-maçons. Le truc, c'est encore une fois ne pas étiqueter. C'est pas parce que vous avez chez vous eu affaire à un plombier qui vous a arnaqué que tous les plombiers sont des pourris. Le problème avec la franc-maçonnerie, c'est que ceux qui sont au cœur
du sommet, puisque c'est par cloisonnement et que les enseignements se dévoilent que quand vous avez passé certains stades. Le problème, c'est que qu'est-ce que vous savez de celui qui est au centre, qui a la vue d'ensemble, il veut vous emmener où? Et potentiellement vous manipuler, bien entendu. Donc c'est là le risque. Et puis il y a franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie, il y a différentes traditions de franc-maçonnerie, hein, différents rites. Donc c'est extrêmement compliqué. Encore une fois, c'est pas blanc ou noir. Il semble qu'il y ait un reproche justement qui soit fait, c'est que les émissions de Ici et Maintenant ne parlaient de franc-maçonnerie que dans le cadre justement de théorie du complot, quoi. Hein. Ben Est-ce que oui, ouais, tout à fait. tu démons? Non, je dément pas. C'est plus un concours de circonstances qu'autre chose. C'est pas. J'ai, comme je le disais, eu des personnes de mon entourage très proches qui étaient francs-maçons. Le fait est que je ne suis pas franc-maçon. Je fais pas partie d'une loge. Ça ne m'a jamais intéressé. Et j'ai développé de mon propre cheminement. On parle d'autonomie, etc. J'ai suivi aucun enseignement de qui que ce soit. J'ai eu l'occasion de faire la méditation Vipassana et c'est une technique de méditation. Et en tant que technique, j'aurais pu ne me servir que de ça. Bah non, je m'en sers, mais je me sers de ça, de ce que je pense qui me sert dans l'instant présent. Donc voilà. Alors la franc-maçonnerie, j'ai rien contre, mais de par justement ce cloisonnement, même si elle apporte certaines choses, c'est quelque chose qui pour moi, dans la notion du secret, je me méfie. Très bien. Russe nous demande alors, réussissez-vous mieux aujourd'hui à distinguer un charlatan d'une personne sincère? Alors, on ne sait pas dans quel cadre on parle. Voilà, et si oui, avec quel genre de questions? Alors, je peux répondre à plusieurs niveaux. Si on parle d'enseignant spirituel ou de ce genre de choses. Qu'importe. Ça peut être un thérapeute comme un enseignant spirituel. L'essentiel, c'est de s'écouter. Si ça se trouve, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas du tout un charlatan, mais en fonction de là par où vous regardez, vous aurez tous les arguments pour justifier que vous avez réellement fait un charlatan. Au même titre que vous pouvez trouver un charlatan et que ce charlatan réellement vous permette de comprendre certaines choses sur vous, vous permettre de comprendre, à vous transcender, vous dépasser, etc. Et que ça soit un enseignant spirituel comme un thérapeute. J'ai eu des retours, puisque j'animais le magazine Santé Spiritualité, réguliers d'auditeurs qui ont été voir différents thérapeutes. Et ce que j'ai pu constater, c'est que aussi bien des aspects positifs que négatifs, mais pour tous les thérapeutes. Alors que je sais que des fois, pour certains, je dis, wow, mais attends, lui, il est super, je comprends pas, etc. C'est pareil avec les médiums. Hein. Médium ou pas, médium ou thérapeute, aussi, psychologue, astrologue, numérologue, bioénergéticien, tous, j'avais du pour et j'avais du contre. Ça montre quoi? Sous quel angle on le regarde? Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous souhaitiez apprendre à mieux vous connaître, vous êtes dans une démarche de développement personnel, vous souhaitez aller rencontrer un thérapeute parce que vous savez ou vous avez entendu dire que celui-ci c'est un très très bon. Et puis au moment où vous allez le voir, en fait, d'une manière consciente, pour vous, vous y allez réellement avec une intention de vouloir apprendre à vous connaître. Mais il y a une partie inconsciente de vous qui n'a pas envie d'apprendre à se connaître. Parce que pour elle, c'est une question vitale, c'est une question de sécurité. Il y a eu des barrières qui ont été mises parce que ça devait être peut-être pour des questions de survie. Vous avez vécu un choc et que ces garde-fous ont une raison d'être. Et le thérapeute, il aura beau s'agiter dans tous les sens, même s'il est excellent, peut-être qu'il aura l'occasion de planter une graine. Peut-être qu'il aura l'occasion de casser ou de fêler la carapace, l'armure. Mais peut-être pas plus. Ou alors, vous êtes, en allant voir ce thérapeute, sur le point d'être mûr. Vous êtes comme la pomme qui est là, qui est bien mûre, bien juteuse, et qui tombe d'elle-même. Et le thérapeute, il aura juste à faire tic, et ça marche. Tout ça pour vous dire que bon et mauvais thérapeute ne veut strictement rien dire. On a toujours le thérapeute qui nous convient. D'accord. Voilà. Alors, Élise nous dit, Laurent, votre approche me fait penser à une vision très moderne, hyper humaniste, voire individualiste.
C'est un peu contradictoire, mais bon. Seriez-vous d'accord avec ma remarque? Et en filigrane, que pensez-vous du transhumanisme? Merci. Alors ouais, effectivement, je ne sais pas trop le fond de la question, comment il pourrait s'orienter. Vision Pour moi, moderne. l'humanisme et l'individualisme, c'est quand même contradictoire, hein. Je sais pas si tu es Euh, d'accord. Mais- bah, il n'y a toujours que soi. Euh, le, Ce qui nous entoure, c'est notre sphère, notre monde, notre monde. C'est-à-dire que vous avez beau avoir des enfants, être marié, avoir un compagnon, une compagne avec qui vous êtes depuis très longtemps, vous vivez dans votre monde et l'autre il vit dans son monde. C'est vraiment deux sphères, deux bulles qui ont l'occasion de partager. C'est la svastika. Excusez-moi. C'est vraiment cette fine pellicule qui la mandorle, voilà, Oui. qui permettent de joindre deux hémisphères, deux mondes, et que on est créateur de sa vie, qu'on attire à soi. Et je dis créateur à un certain niveau, à un autre, pour moi, non. Euh, on a le sentiment que il faut aider les autres, qu'il faut vouloir tendre vers l'extérieur, alors que finalement, en fonction de ce que vous allez vibrer à l'intérieur, de ce que vous avez appris de vous-même, vous allez attirer les événements, les personnes, etc. Tout ça, c'est une illusion, la Maya. Et là, je m'appuie sur certaines traditions hindouistes. Il ne s'agit pas, pour moi, de croire que on crée en même temps tout seul. Il y a vraiment cette notion effectivement de coévolution avec l'autre, car l'égrégore humain a une réalité. Nous sommes des facettes, mais ces facettes individuellement sont créateurs des personnes qui les attirent dans leur vie. Et pour c'est pas une question d'être démagogue, juste de vous dire, si vous avez envie d'être entouré de cons, c'est votre choix. Après, on pourrait essayer de définir ce que ça veut dire con. Si vous avez envie de bouffer McDo, vous bouffez McDo. Si vous avez envie de regarder des programmes peut-être abétisants, voilà, c'est un choix. Et ça va vous nourrir, entre guillemets, à un certain niveau dans ce que vous êtes. Et vous allez attirer à vous des similitudes ou des similarités avec des personnes qui sont à l'image de tout ça. Donc voilà. Alors individualiste, oui. Pour penser aux autres, faut d'abord penser à soi. Je me vois mal donner aux autres ce que moi-même je ne me donne pas. Je crois qu'il faut distinguer, c'est ce que je fais toujours, j'ai toujours tendance à radoter un peu comme tout le monde, c'est la distinction entre individuation et individualisation, hein, au sens Ouais, de Jung. Et ouais. l'individuation, c'est effectivement la réalisation du soi, donc de soi, on pourrait dire de manière un peu vulgaire, alors que l'individualisation, c'est vraiment nourrir le moi, nourrir l'ego uniquement, L'ego, ouais, quoi, hein. ouais. Je pense que cette distinction que faisait Jung, elle est tout à fait cruciale, quoi. Donc il faut s'individuer, effectivement, mais s'individuer, c'est être relié. Et justement, avec Philippe Guillemont tout à l'heure, on a beaucoup insisté aussi dans le livre qu'on a fait ensemble sur cette idée que l'être réalisé, c'est l'être individué, mais relié, quoi. Et en étant relié, on peut parler après de source de transcendance ou pas, mais en tout cas, on est relié aux autres aussi en étant relié de cette façon. À soi, oui. Parce que justement, il À n'y a plus de soi, au soi séparation. et aux autres. Ouais, On comprend que les autres, finalement, c'est nous-mêmes. exactement. Et faites l'expérience, là par exemple, ayant été à ta place de nombreuses fois, Jocelyn, j'ai conscience que quand je parlais à mon invité, c'est en fait à moi-même que je parlais, et que les questions que je lui posais, c'est les questions que je me posais. Bien évidemment, il n'y a toujours que Complètement. soi. C'est d'où notre intérêt commun pour la non-dualité Ouais, et bah ouais. et la dualité Vedanta, bien sûr. Alors, tu parlais aussi de plan d'incarnation, plus ou moins, je ne sais pas si c'est un terme, une formule qui te convient. Russ nous demande quel est votre sentiment sur la part du libre arbitre et du destin, justement. C'est vrai que ça, c'est une Ouais. vaste question, quand même. Ouais. Je sais pas. Tu me dis si c'est trop pour répondre au niveau du transhumanisme. Là Oui, aussi, t'as pas répondu sur le transhumanisme, par contre. ouais, et là je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que ça peut être intéressant. En tout cas, c'est encore une fois un outil. Et tout outil peut être utilisé dans un sens comme dans un autre. Donc, quelle est la conscience qui anime l'outil? La difficulté ou le problème aujourd'hui, c'est que les personnes euh, qui détiennent ce pouvoir, et j'entends vraiment la notion de pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est l'information.
quand on a cette information, et c'est ce qui a fait que toutes les guerres ont été gagnées ou perdues, on a un savoir. Et le savoir, qu'on est le seul à posséder, permet d'avoir l'avantage sur l'ennemi, entre guillemets. Et que si ce savoir est aux mains de gens peu attentionnés sur le bien d'autrui, ou le bien commun, c'est extrêmement dangereux pour l'humanité. Et sans être alarmiste, hein, c'est juste du bon sens. Donc si effectivement le transhumanisme demain est géré par des multinationales, des financiers, des gens qui ont comme idée de eux vivre éternellement, et que ceux qui ont les moyens pourront être des hommes développés ou surdéveloppés, modifiés génétiquement, avec des yeux bioniques ou que sais-je. Bon, par contre, je fais un lien, moi qui abordais souvent le phénomène OVNI. Il était question pour certains témoins d'avoir été dans les vaisseaux et d'avoir parlé des vaisseaux comme étant des entités biomécaniques. Je trouve ça intéressant, et je rejoins cette idée du transhumanisme, à savoir que peut-être qu'on peut installer une certaine conscience, peut-être très limitée, à l'intérieur d'objets qui sont faits à la fois de biologie et de mécanique. Donc peut-être que l'avenir, c'est ça, de créer des vaisseaux intelligents, et peut-être que la conscience suffira à faire tout ça, hein, car finalement toute la technologie ne sont que des ersatz de ce que l'homme possède déjà en lui, et qu'il peut utiliser, hein, les pouvoirs quels qu'ils soient. Les Tibétains en parlent certainement mieux que je pourrais en parler, ou d'autres. Et peut-être que si effectivement on est amené à se développer en conscience et qu'on apprenne qui l'on est, eh bien finalement qu'on n'ait plus besoin de ces ersatz, ces outils extérieurs, et que tout se passe à travers la conscience. Voilà, donc c'était pour finir la question sur le Ouais, transhumanisme. tout à fait. Et donc, je reviens à la question de Merci. Russe, hein, sur la part du libre arbitre et du destin. Ouais. Alors je me suis pris la tête sur cette question. Comme tout le monde. Ouais, ça a été alors ayant lu le bouquin de Wayne Liquorman sur l'éveil n'est pas ce que vous pensez, Ramesh Balsekar qui parle de l'éveil, donc on en revient encore une fois à l'Advaita Vedanta, et cet enseignement qui va à l'essentiel, quoi. Il y a plus de froufrou aux alentours, ça s'ébroute de décroffrage, et ce qui est mis en avant, c'est que le libre arbitre n'existe pas. Et de l'autre côté, je vous ai mentionné durant cette émission sur le fait qu'on était créateur. Et on a, à mon sens, l'illusion d'être créateur. Pourquoi ? Parce que pour créer, il faut encore qu'on ait les différents éléments ou outils et la conscience qui va avec pour utiliser ces outils, utiliser cette conscience à choisir, entre guillemets, telle direction plutôt que telle autre. Si vous avez une carte et qu'il vous manque des chemins parce qu'ils ne sont pas dessinés sur la carte, vous ne choisirez que les chemins qui sont sur la carte. Et puis, en fait, plus on grandit en conscience, plus il y a des chemins qui apparaissent. Donc, on pourrait penser que on a plus de choix. Et effectivement, grandir en conscience, c'est revenir à cette source qui a pour moi, une vision kaléidoscopique de toutes les possibilités, et où tout est déjà écrit dans les différentes dimensions. Alors je peux croire que j'ai le choix, je peux effectivement me dire que je peux choisir ça ou ça ou ça, ce qui pour moi n'est qu'une illusion. Notre quand on aborde certains livres qui abordent justement cette question du libre arbitre, on dit que l'humain est doué du libre arbitre, a cette faculté. Je m'entretenais il y a peu de temps avec Jean-Pierre Martinez, et je lui ai posé cette question sur ce libre arbitre. Je voulais savoir ce qu'il en pensait. Et il m'a répondu, je trouve, très brillamment. Il m'a dit, tu sais, Laurent, euh, moi qui communique avec les énergies, on peut les appeler ou on les nomme comme on veut, quand je suis dans mon jardin et que je fais pousser des légumes en permaculture, etc., et que j'amène une pierre, et que cette pierre, je veux la poser pour qu'elle soit optimale dans ce qu'elle pourra rayonner pour les fruits et les légumes, eh bien, je demande aux gardiens des lieux, et notamment de la pierre, sur comment est-ce que je dois placer la pierre. Si on me dit qu'il faut que je mette la pierre comme ça, et que je l'entends, mais ça me fait un peu chier de la mettre
comme ça, je vais la mettre comme ça sera pas optimum. Mais si je veux être et c'est pourtant l'intention que j'ai posée, je veux être optimum. Donc l'énergie me dit, la Pierre me dit non, c'est comme ça. Et ben, tu fais donc ce qu'il y a de plus optimal. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de libre arbitre. Tu fais ce qu'il y a à faire. Point. Donc le fait qu'on Justement, le puisse. libre arbitre, ça peut être justement de s'écarter de ce qui serait optimal. C'est là où on a la liberté, juste précisément, de croire ou pas en Dieu si on se place dans cette perspective. Exactement, ouais. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut estimer avoir le choix de choisir? Bah non, là c'est optimal, mais je veux pas le choisir. Ouais. Enfin, j'allais dire qu'il est assez idiot pour pas choisir ce qui est optimal de prime abord quand on en a conscience, à moins que vous êtes mu dans votre vie au quotidien. Nous sommes nombreux à savoir ce qu'il y a à faire pour entre guillemets être heureux. On sait ce qu'on doit faire pour nous-mêmes pour être heureux. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Alors voilà, l'être humain est un être d'habitude, donc faut répéter, 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 parce que derrière il y a des conditionnements, il y a les parents, la culture, le transgénérationnel, etc., etc. Ouais. Donc c'est beaucoup de d'orientation conditionnée qui nous amène pas forcément à, à aller dans une direction. On est plus enclin à aller dans cette direction qui nous a été plus ou moins déjà tracée. Donc vouloir changer du parcours de l'énergie qui nous a lancé initialement, c'est dur. Ça demande justement de prendre conscience de ce qui nous habite, et de petit à petit poser des actes différents de ceux qu'on avait la coutume de poser. Donc c'est là où se situe le travail sur soi, de connaissance de soi, mais en même temps, ce qui est magique, c'est que vous ne seriez pas ce que vous êtes tous si vous n'aviez pas eu les limites que vous avez eues quand vous étiez gamin, quand bien même vous avez souffert à travers les limites en question. Absolument. Alors, Laurent, il nous reste quelques minutes pour encore quelques questions, puisque je vois que tu es bien chaud maintenant, tu es bien lancé. Donc, on est sur des questions de plus en plus philosophiques. Alors ça, c'est un thème qu'on a abordé tout à l'heure. Tu as parlé de Chogyam Trungpa. On a parlé de matérialisme spirituel. Paul demande, pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de l'ego spirituel? Est-ce un danger? Parmi tous vos invités, je pense que vous avez dû en croiser des gratinés, entre guillemets. Ouais, ouais. Ce que je sais, c'est que les entre guillemets éveillés ou non éveillés, qu'importe, ont un putain d'ego. Mhm. Et tant mieux, parce que être Ça, éveillé, c'est paradoxal ouais, parce qu'on dit que l'éveil, c'est la mort de l'ego. Enfin, il n'y a plus d'ego. il n'y a plus d'identification à l'ego. D'accord. Absolument. L'ego devient Mais le serviteur. ouais, mais l'ego est nécessaire dans dans ce monde matériel parce que c'est ce qui nous permet de jouer le jeu de la séparation. Si jamais vous touchez l'unité, et c'est là où on peut finir en HP et être fou, c'est justement parce que vous n'avez plus conscience de vos propres limites et que l'ego psychique, donc ce qui construit la personnalité, c'est pas uniquement le corps, c'est en même temps l'identification à ce que vous croyez être en tant que personnalité, de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas, etc. a son importance parce que sinon vous ne seriez plus là, vous seriez certainement à l'HP. Donc ça veut dire qu'il y a certainement aussi des éveillés à l'HP et que des gens que j'ai rencontrés qui continuent à œuvrer, à avoir une vie sociale, une femme, des enfants, etc. Il n'y a plus d'identification à l'ego. Il est, on va dire, plus souple, il est fluctuant, mais il a ses préférences, il a oui, ses préférences, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, sachant que ça pourra évoluer au fil de la vie de la personnalité. Oui. Donc, je sais Tu pas parles si ça d'HP, répond donc vraiment à la question. je précise que tu parles d'HP, donc d'hôpital psychiatrique. Hein. Oui, merci, t'as Effectivement, il y a raison. des gens qui s'y retrouvent à la suite d'expériences spirituelles mal intégrées, hein, des éveils Ouais, de Kundalini, ce genre de choses. Hein. ouais. Est-ce que tu serais d'accord avec cette formulation qui consiste à dire qu'on doit faire de l'ego le serviteur et non plus le maître, précisément? Ah bah totalement. Et j'ai une bonne image pour ça. Euh, et en même temps, en te la disant, je me la dis moi-même parce que il y a du boulot. Euh, c'est que en fait, j'imagine que tout à chacun a eu l'occasion de voir dans la rue un homme ou une femme qui promenait son chien. Et si c'est un gros chien,
eh bien on voit le chien qui tire la laisse du maître et le maître qui suit derrière le chien et qui finalement va là où le chien veut aller. Eh ben c'est exactement la métaphore de l'ego qui dirige l'être qui n'est pas en conscience de qui il est. L'ego c'est super, mais il doit être dressé et c'est plus ou moins facile selon chacun. C'est un travail dans le sens où encore une fois je vois moi-même comment je peux fonctionner et comment je me laisse rattraper par mes propres conditionnements. Ça m'aide quand j'ai ma compagne qui me dit attention là, tu vois, là c'est ton ego et ton identification là qui se glorifie de ça ou de ça ou de ça. Et c'est génial d'avoir ce regard-là de quelqu'un qui vous aime, qui vous accepte dans justement tous ces travers entre guillemets qui n'en sont pas réellement au final, mais qui a cet amour pour mes parts d'ombre et qui me permet de les accueillir d'autant plus en douceur en me disant ah ouais t'as raison. C'est pas forcément beau, mais plus j'y mets de la conscience, plus j'y mets de la lumière, plus je les accueille avec amour, et plus je peux les manifester, mais avec un côté positif, et pouvoir le fameux réintégrer mon propre pouvoir de tout à l'heure de ce dont je parlais. Ouais. Très bien. Alors, encore quelques questions. Qui est l'ennemi actuellement? Pouvoir, territoire, séduction, comme on dit dans le Tao. Est-ce que tu comprends la question? Qui est ennemi, pouvoir, territoire, j'en ai oublié un. Séduction. Séduction, mais il n'y a Apparemment, pas. ça vient du Tao, pouvoir, territoire, séduction, comme on dit dans le Tao, point d'interrogation. Je ne connais pas suffisamment le Tao. Ouais, c'est alors je peux répondre à plusieurs niveaux, ce qui est pas forcément évident et j'aimerais bien me faire comprendre. On peut dire que il n'y a pas d'ennemi. Quand on est confronté soi-même à ça, par exemple, moi, regarde ce pourquoi je suis venu sur Terre. La grande difficulté, c'est de pouvoir accueillir mon pouvoir. Je le disais parce que ceux qui sont amenés à diriger les autres ou à créer une structure pour le bien commun, en tout cas c'est ce que je souhaite, c'est mon intention, implique d'avoir du pouvoir. Et le pouvoir, c'est une grande responsabilité. Parce que derrière, dans quelle mesure est-ce que je vais pas me laisser déborder par ce pouvoir? Et on peut y être soumis tout au long de cet apprentissage, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, d'apprendre à maîtriser des forces qui sont parfois colossales dans ce qu'elles impliquent de qui nous sommes. Je regardais par exemple, s'il s'agit de pouvoir aller de ce pouvoir, je pourrais être à même de penser aujourd'hui qu'il y a certaines parties de moi, dans d'autres vies, qui ont le pouvoir et qui font des horreurs avec. Et en revenant dans cette vie, mais finalement c'est des vies simultanées, dans cette vie, sachant ce que fait une autre partie de moi-même et comment elle abuse du pouvoir, ici je me suis mis des garde-fous pour éviter de trop se mettre en pouvoir. Parce que moi, la manière dont j'ai appris à utiliser le pouvoir dans mon autre vie, mais c'est en tuant, en faisant ce que je veux des gens, un salaud de première, quoi. Donc, dans cette vie, des garde-fous. Et ces garde-fous sont là pour me permettre de réintégrer ce pouvoir et de l'utiliser avec une maîtrise, une sagesse, qu'il soit bien équilibré. Et à ces fins-là, je vais avoir en face de moi des personnes qui, en miroir, vont me permettre de transmuter, de transcender cette appréhension du pouvoir. Pareil pour la séduction. Si je peux parler que pour moi. Dans mon cas, ayant été enfant, et c'était, on va dire, assez fort, ayant été un enfant très sensible, mais les limites que j'ai reçues, représentées par le père et puis par la société, étaient très fortes. Et j'avais pas mot au chapitre. Et pour moi, le fait d'exprimer une contestation, j'avais en retour une contestation qui était 2 fois pire. Encore une fois, cette notion de pouvoir. On m'a cadré direct. Et j'ai développé une part féminine. Parce que j'ai vu que la force, j'étais perdant de toute façon. Donc tout ce qui a trait à la diplomatie, à l'écoute, au dialogue, et ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais pas seulement, bien entendu, la séduction. Parce que ce qu'on recherche tous, c'est être aimé. Et ben moi, pour être aimé, qu'est-ce que je mettais en avant? Je séduisais les gens, je m'intéressais à eux, etc. Mais ça a été par défaut. Ça a été pour moi un mode de survie. C'est-à-dire que j'avais pas le choix, c'était soit ça,
ou soit partir. Et on a tous choisi par défaut d'être mis avec tel parent parce que ces derniers nous ont amenés à développer certaines caractéristiques qu'on n'aurait pas eu autrement. Et maintenant, voilà, aujourd'hui j'ai 42 ans, et c'est de comprendre que cette séduction que j'ai pu utiliser au préalable pour me recevoir de l'amour, c'est de comprendre qu'elle peut s'exercer encore, que je la vois, que je la remarque, de façon à ce qu'elle puisse être réintégrée pleinement et accepter cette part-là de moi, de mon pouvoir, en disant bah je peux aussi donner des limites, être franc, être clair, être direct, sans pas pour autant vouloir être aimé, sachant que je réintègre ces parts-là de moi. J'ai plus besoin d'avoir un amour de l'extérieur, elles sont en moi. Alors c'est étonnant, Voilà, j'ai donné cet ouais, exemple. ouais. C'est pas évident, mais Je me ce sens, qui peut paraître je me sens très proche de ce que tu dis, quoi. C'est pas étonnant qu'on fasse presque le même métier, parce que ça résonne énormément ce que tu viens de dire. Alors, Laurent, il faut qu'on conclue, hein, parce qu'on arrive au bout. Et justement, il y avait la dernière question. On va finir avec ça de Paul, qui nous a posé ces questions-là sur pouvoir, territoire, séduction, et il parlait du côté séducteur et glamour de la spiritualité, justement. Est-ce que c'est pas aussi un piège quelque part? Et on en terminera et là-dessus. en même temps, ça permet à des gens de s'ouvrir à ça. C'est un premier pas. Peut-être que pour eux, c'était quelque chose qui ne faisait pas du tout partie de leur vie, mais on vous demande pas de faire du vélo et de savoir faire du vélo alors que vous en avez jamais fait comme un champion. On vous demande d'appréhender la chose et on apprend et puis on change. Donc que chacun aille là où il se sent appelé, là où il sent qu'il y a quelque chose pour lui, où il va pouvoir apprendre, et peut-être qu'à un moment donné, il laissera tomber tel cadre qui lui était utile à un moment donné pour en découvrir un autre. Pour clore, parce que pour moi c'est lié sur cette notion de non-duel, durant la première interview que j'ai fait avec Christophe Alain, il m'avait donné l'exemple qu'il avait eu affaire à un archange à un moment donné, et qu'il avait discuté avec cet archange qui s'était transformé en démon. Et il n'avait pas compris. Et par la suite, il avait questionné l'archange. J'ai dit mais attends, je comprends pas. Un coup, je vois un amour énorme, et puis de l'autre côté, je vois quelque chose de hyper violent, qui terrasse littéralement. Et il me dit ouais, mais je suis toi et je suis ces deux parts là, et je me manifeste en prenant l'ange par certains moments, et puis des fois, ça peut être le démon. Et si vous regardez un maître spirituel, un réel enseignant, des fois, ça sera une main de fer dans un gant de velours, quoi. Et de certaines échos que tu as pu avoir, Jocelyn, que certains ont pu lire, etc., des maîtres enseignants spirituels de renommée gigantesque, mais qui ont été entre guillemets, des enfoirés de première. Ouais. Mais eux, ils s'en foutaient, l'amour, ils l'avaient en eux, ils s'en foutaient de la vie des autres. Et c'est de pouvoir essayer d'éveiller l'autre et de l'amener à porter ce regard non duel, justement. Tout un défi. Tout un défi. Merci beaucoup, Laurent, pour ces paroles de sagesse. Un grand merci d'avoir participé à cette émission. Merci Merci à vous, beaucoup. merci à la Salamande TV, merci à toi Jocelyn, merci à la Baglist TV, merci à tous ceux qui ont écouté, qui ont posé leurs questions, et c'était un réel plaisir d'être dans ce partage. Voilà, Donc plaisir partagé. Justement, on te souhaite beaucoup de succès, de réussite pour la suite de tes entreprises. Hein. Merci beaucoup Jocelyn, merci à toi. À bientôt À pour une bientôt, au nouvelle revoir. émission. Au revoir. Au revoir.